Mes parents m'ont dit, ta sœur est enceinte ou elle a besoin de l'argent pour tes études. Tu peux travailler pendant tes études, ça forge le caractère. Alors j'ai retiré chaque dollar et j'ai quitté cette maison le soir même. Je m'appelle René Moreau. J'ai 23 ans. Et si vous avez déjà été la fille responsable dans une famille où le chaos était un trait de personnalité et la discipline un défaut, alors vous savez déjà comment cette histoire commence. Quelqu'un d'autre est récompensé pour avoir tout gâché. Ma sœur, Ashley, avait 26 ans lorsqu'elle a annoncé qu'elle était enceinte. Mais la vérité est qu'elle était traitée comme un miracle fragile depuis la maternelle. Elle savait pleurer sur commande avant de savoir épeler son propre nom. Je n'exagère pas. Ashley pouvait incliner son menton, laisser sa lèvre trembler, et faire accourir ma mère comme si la maison était en feu. C'était un art chez elle, une véritable arme. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à apprendre que les faits importaient beaucoup moins que celui qui semblait le plus blessé. Ashley voulait des cours de danse à 8 ans. Maman l'a inscrite au studio le plus cher de la ville, lui a acheté 3 juste-au-corps scintillants et a assisté à chaque récital comme si elle regardait la royauté descendre du ciel. Moi, j'ai demandé des cours de guitare une fois. Maman a souri distraitement et m'a dit, peut-être l'année prochaine, ma chérie. L'année prochaine n'est jamais arrivée. Quand Ashley avait 16 ans, elle a embouti la voiture de maman contre une boîte aux lettres parce qu'elle envoyait des SMS à son petit ami, Kevin, en conduisant. Mon père est sorti, a regardé le pare-choc cabossé et a dit, ça arrive, ma belle. Pour ça qu'il y a l'assurance. Je suis rentré 10 minutes après l'heure de couvre-feu un soir parce que mon service à l'atelier mécanique avait débordé, et j'ai été privé de sortie pendant 2 semaines pour avoir été irresponsable. Voilà ma famille en un instantané. Ashley faisait des dégâts. J'en payais le prix émotionnel. Elle ratait les dîners de famille pour sortir avec ses amis. Et mes parents riaient de son côté sociable. J'ai manqué un seul dîner du dimanche parce que je devais remplacer un collègue. Et soudain, j'étais égoïste, déconnecté, et j'oubliais ce qui comptait le plus. Après un moment, j'ai arrêté de me plaindre. Me plaindre ne faisait que me rendre amer, et j'ai compris très tôt. Dans un système truqué, la vérité ne gagne jamais. Alors, j'ai gardé la tête baissée, j'ai travaillé plus dur, je suis devenue plus silencieuse, la fille qui n'avait besoin de rien parce que demander des choses était dangereux à la maison, sauf si on s'appelait Ashley. À 15 ans, j'avais un emploi à temps partiel. À 16 ans, j'avais des économies. À 17 ans, j'avais une moyenne de 17/20 et des callosités sur les mains à force de travailler 20 heures par semaine après l'école chez Mécanique Dubois. Monsieur Dubois était un vétéran du Vietnam bourru d'une 60aine d'années qui terrifiait la plupart des adolescents. Il dirigeait l'atelier comme une unité militaire. Si vous ratiez un changement de frein, vous le refaisiez. Si vous étiez en retard, il le remarquait. Si vous trouviez des excuses, il vous coupait la parole avant que vous ayez fini votre phrase. Je l'ai aimé immédiatement. Pas de manipulation, pas de favoritisme, pas de miroir aux alouettes émotionnelles, juste cause et effet. Tu es l'une des bonnes, m'a-t-il dit un après-midi alors que nous changions les pneus sous la chaleur de juillet. La plupart des jeunes de ton âge n'arrivent même pas à être ponctuels, sans parler de travailler réellement. Venu de lui, c'était presque un câlin. Chaque paie que je gagnais allait d'abord sur mon compte bancaire, puis sur le fonds universitaire 529 que mon grand-père, Jean, avait ouvert pour moi à ma naissance. Grand-père Jean était le père de ma mère, un ingénieur à la retraite avec un esprit d'acier et aucune patience pour les sottises. Chaque anniversaire et Noël, au lieu de jouets ou de cadeaux inutiles, il déposait de l'argent sur ce fonds. Tes parents ont de bonnes intentions, m'a-t-il dit une fois à 14 ans, la voix sèche d'une retenue qui signifiait qu'il n'y croyait absolument pas, mais ils confondent t'aider et encourager. Tu auras besoin de ça quand le moment viendra. Il avait raison. À la fin du lycée, entre les contributions de papy et les miennes, le compte détenait un peu plus de 42 000 euros. Pas assez pour une école privée chic, mais largement suffisant pour traverser l'université d'État sans me noyer sous la dette. J'avais déjà été accepté avec une bourse académique partielle. Entre la bourse, le fonds et un travail à temps partiel, j'avais un plan. Ashley, non. Le plan d'Ashley semblait impliquer d'échouer à la fac communautaire après un semestre, de passer d'un emploi dans la vente au détail à un autre, et d'orbiter autour de Kevin. Qui travaillait dans un kiosque de téléphonie mobile au centre commercial et semblait constamment confus face à l'âge adulte. 3 semaines avant mon départ pour l'université,
Ashley s'est présentée au dîner de famille avec Kevin et l'expression de quelqu'un sur le point d'annoncer soit un miracle, soit un crime. Maman avait fait du rôti de bœuf. Papa regardait le baseball à moitié. J'essayais de manger assez vite pour être à l'heure pour mon service. Ashley s'éclaircit la gorge. Alors, nous avons une nouvelle. La table devint silencieuse. Même papa coupa le son de la télévision. Ashley prit la main de Kevin et s'exclama, « Nous sommes enceintes ». Le visage de maman tressaillit dans deux directions à la fois. L'horreur et la joie forcée luttant en temps réel. Papa fixait son assiette comme si la sauce contenait des conseils financiers. Kevin avait l'air terrifié, ce qui, il faut lui rendre justice, était la réaction la plus appropriée de la pièce. « C'est merveilleux, ma chérie, dit maman finalement, sa voix devenant stridente d'effort. Une telle bénédiction. Papa hocha lentement la tête. Oui, une bénédiction. Super. J'ai continué à manger, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je savais déjà comment ce film allait se terminer. Le reste du dîner se dissout en questions pratiques auxquelles ni Ashley ni Kevin ne pouvaient répondre. Où allait-il vivre? L'appartement d'Ashley n'était qu'un studio. Comment allait-il payer les couches, un berceau, les frais d'hôpital, l'assurance maladie, la garde d'enfants? Ashley continuait de sourire et de dire « On va trouver une solution », ce qui est la phrase préférée des gens qui n'ont jamais trouvé de solution à quoi que ce soit de leur vie. J'ai fini mon dîner, j'ai attrapé mes clés et je suis allé travailler. En changeant l'huile et en changeant les pneus ce soir-là, je n'arrêtais pas de penser la même chose encore et encore. Ashley se met dans le pétrin. Mes parents paniquaient, d'une manière ou d'une autre, on s'attend à ce que je sacrifie quelque chose pour que tout paraisse équitable. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'ils viennent pour mon avenir si vite. 2 jours plus tard, mes parents ont convoqué une réunion de famille dans ma maison. Ces mots n'étaient jamais neutres. Une réunion de famille signifiait que quelqu'un avait besoin de quelque chose, et c'était toujours mon travail d'absorber l'impact. Je suis rentré de chez Dubois, sentant encore la graisse et la chaleur. Maman et papa étaient déjà assis dans le salon avec les visages que les gens utilisent lorsqu'ils sont sur le point de demander un rein. « René, assieds-toi » dit papa. Je suis resté debout un peu trop longtemps, puis je me suis laissé tomber dans le fauteuil en face d'eux. Maman croisa les mains. Ta sœur traverse une période très difficile en ce moment. Elle est sur le point de devenir mère, et c'est une énorme responsabilité. Elle a besoin de soutien, pas de jugement. C'était parti. La mise en scène. Me faire passer pour cruel avant même que la demande n'arrive. Papa se pencha en avant. Un bébé coûte cher. Frais d'hôpital, meubles de nurserie, couches, lait en poudre, vêtements, visite médicale. Je n'ai rien dit. Maman a tendu la main pour prendre la mienne. Je l'ai retirée avant qu'elle ne puisse me toucher. Nous avons réfléchi, dit-elle prudemment, et nous pensons que la meilleure solution est qu'Ashley utilise ton fonds universitaire pour l'aider à s'installer avant l'arrivée du bébé. Pendant un instant, j'ai vraiment cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux une fois. Excusez-moi. Papa leva les 2 mains dans ce geste de calme fin que les gens utilisent lorsqu'ils savent qu'ils sont scandaleux. Maintenant, avant que tu ne t'énerves, écoute-nous. Ashley a besoin de cet argent maintenant. Tu es intelligente. Tu es capable. Tu peux payer tes études en travaillant dur comme beaucoup d'étudiants le font. Puis il sourit comme si c'était de la sagesse. Ça forge le caractère. Quelque chose de froid me traversa. Pas le choc, pas même la rage, pas encore. La reconnaissance. Il le pensait vraiment. Ils étaient assis là, regardant l'argent que grand-père Jean avait économisé pour moi, l'argent que j'avais gagné de mes propres mains, la seule sécurité que j'avais jamais construite, et décidaient que les mauvaises décisions d'Ashley le méritaient plus. C'est mon argent, dis-je, et ma voix semblait presque trop stable. Grand-père a créé ce fonds pour moi. J'y contribue depuis que j'ai 15 ans. C'est pour mes études. Les yeux de maman se remplirent immédiatement. Son mouvement signature. René, s'il te plaît, ne sois pas égoïste. Ta sœur a besoin d'aide. C'est ce que fait la famille. Je la fixais. Aide. Ce mot encore. Quand la famille m'avait-elle aidé? Quand j'ai demandé des cours de guitare? Où était la famille? Dis-je.
quand j'avais besoin d'un coup de pouce pour le concours scientifique du district et que vous avez tout de manquer ça parce qu'Ashley avait un récital? Où était la famille? Quand j'ai été major de promotion chaque semestre et qu'aucun de vous n'a même retenu la date de la cérémonie? Où était tout ce soutien dont vous parlez? La mâchoire de papa se contracta. Ce n'est pas le sujet. Non, dis-je doucement. C'est exactement le sujet. Les larmes de maman coulèrent plus vite. Tu es cruel. Cruel. Ce mot m'a presque fait rire. Ashley pouvait détruire des voitures, quitter des emplois, flotter dans la vie, tomber enceinte sans aucun plan. Et mes parents traitaient ça d'être dépassé. J'ai dit non une seule fois, et soudain, j'étais cruel. Papa se pencha en avant, sa voix s'aiguisant. Tu peux contracter des prêts étudiants comme tout le monde. Tu t'en sortiras. Je regardais de lui à maman et inversement. Ils étaient sérieux. Ils voulaient que je m'endette pendant une décennie pour qu'Ashley puisse acheter un berceau et des couvertures pastel pour le bébé qu'elle avait fait avec un homme qui pouvait à peine payer son propre loyer. Non, dis-je. Maman cligna des yeux. René. Non. Le visage de papa changea de couleur. Il faisait toujours ça juste avant d'exploser, comme si la colère montait en lui par couches. Tu vas aider ta sœur. Nous sommes tes parents et nous te disons que c'est ce qui va se passer. Non, ce n'est pas le cas. Maman essuya ses joues et se redressa, passant soudain de blessé à rôder. Le fonds est à ton nom, mais nous sommes tes parents. Nous pouvons y accéder en ton nom jusqu'à tes 25 ans. La voilà. La partie qu'ils avaient clairement discutée avant mon retour. L'angle légal, la phrase préparée, l'hypothèse que j'étais encore une enfant sous leur toit, trop obéissante ou trop effrayée pour riposter. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que grand-père Jean avait réfléchi à cela des années auparavant. Lorsqu'il a ouvert ce plan 529, il s'était assuré qu'une fois que j'aurais 18 ans, le contrôle total me serait transféré. Pas partagé, pas conditionnel. À moi. En fait, dis-je en me levant, vous ne pouvez pas. Papa fronça les sourcils. Quoi? Le compte est passé sous mon contrôle quand j'ai eu 18 ans. Vous n'y avez aucun accès. Aucun retrait, aucun changement, rien. Le silence qui suivit fut si complet que j'entendis le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. La bouche de maman s'ouvrit. Papa me fixa comme si je venais de lui donner une gifle. Puis il dit avec une haine si rapide qu'il oublia de la cacher, ce vieil homme sournois. Il s'arrêta trop tard. Je sentis quelque chose se stabiliser en moi. Quelque chose de définitif. Pas parce qu'il insultait papy. Mais parce qu'en une seconde négligente, il a révélé exactement ce que c'était. Pas de l'inquiétude, pas de l'amour, pas de la famille essayant de survivre ensemble. Le contrôle. Ils étaient furieux parce que la seule chose qu'ils pensaient pouvoir encore me prendre était déjà hors de portée. Il avait tout à fait raison, dis-je. Ce argent n'a jamais été le vôtre. Maman se leva aussi. René, s'il te plaît. Ta sœur a peur. Elle a vraiment besoin de ça. Tu ne peux pas trouver dans ton cœur d'aider ta famille. Je la regardais. Vraiment la regardais. La femme qui m'avait vu devenir autosuffisante parce que c'était pratique. Qui félicitait Ashley d'être émotionnelle et me traitait de froide pour m'être adaptée à la négligence, qui voulait maintenant m'attendre comme s'emballer comme un cadeau parce qu'Ashley avait enfin épuisé les lieux plus doux où atterrir. La famille s'aide mutuellement, n'est-ce pas, demandai-je doucement. Maman hocha trop vite la tête. Oui. Alors, où était cet esprit de famille quand j'avais 14 ans et que je voulais apprendre la guitare? Où était-il quand je devais supplier les gens pour des trajets parce que personne ne se souvenait de mon concours de sciences? Où était-il quand je faisais des listes d'honneur chaque semestre et qu'aucun de vous n'a même retenu la date de la cérémonie? Où était tout ce soutien dont vous parlez? Papa frappa le bras du canapé. Arrête d'être dramatique. Non, dis-je, ma voix s'élevant pour la première fois. J'en ai fini d'être pratique. Maman tressaillit. Papa se redressa. Surveille ton ton. Pourquoi faire, rétorquai-je. Pour que tu puisses me dire à nouveau que je devrais sacrifier mon éducation parce qu'Ashley a pris une autre décision imprudente. Pour que tu puisses le déguiser en construction de caractère et l'appeler amour. C'est ta sœur, pleura maman. Et je suis ta fille.
Cette phrase me frappa plus fort que je ne l'avais prévu. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis, papa pointa du doigt le couloir. Va dans ta chambre et calme-toi. J'ai failli sourire. C'était là, l'ancien réflexe, l'illusion que j'avais encore 16 ans et qu'il pouvait me priver de sortie jusqu'à ce que je devienne conciliante. Au lieu de cela, je me suis retourné et j'ai traversé le couloir sans un mot de plus. Derrière moi, maman dit, tu vois, c'est ce que je veux dire. Elle a toujours été si dure. Dure? Ce mot m'avait poursuivi toute ma vie. Dur à réconforter, dur à lire, dur à éduquer. Comme si la dureté n'avait pas été forgée en moi par les mêmes personnes qui l'utilisaient contre moi. Je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Puis je l'ai verrouillée. Pendant quelques secondes, je suis resté là à regarder tout ce que j'avais construit autour de moi dans cette maison, mes manuels, ma lettre d'acceptation de l'université d'État épinglée près de mon bureau, mes bottes de travail près du placard. Mon sac de sport à moitié fait car je comptais les semaines jusqu'au jour de l'emménagement. Il m'est apparu alors avec une clarté douloureuse. Il n'allait jamais s'arrêter. Pas vraiment. Même si je survivais à cette conversation, il y en aurait une autre urgence, une autre raison pour laquelle Ashley aurait besoin de plus. Un autre discours sur la compréhension et le sacrifice et le calendrier et la famille. Je n'étais pas dans un foyer. J'étais dans un système. Et les systèmes comme ça ne se brisent pas parce que vous vous expliquez mieux. Ils se brisent quand vous partez. J'ai attrapé mon sac de sport et j'ai commencé à faire mes valises. Jeans, chemise, sous-vêtements, vêtements de travail, ordinateur portable, chargeur, articles de toilette, la petite boîte métallique où je gardais les papiers importants, mes documents d'acceptation, carte de sécurité sociale, copie d'acte de naissance, informations bancaires. Tout ce qui comptait vraiment. Mes mains étaient calmes. Cela aurait dû m'effrayer, mais non. J'ai envoyé un SMS à Julien. Tu peux rester chez toi quelques jours? Implosion familiale. Sa réponse est arrivée en moins de 10 secondes. Porte déverrouillée. Marc est au travail. Prends ce dont tu as besoin. J'ai expiré une fois. Puis je me suis assise à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au compte 529. Toujours là. 42 127 € et 18 centimes d'euros. Chaque euro semblait soudain fragile. J'ai vérifié la page des autorisations. Exactement comme papy l'avait promis. Seul moi avais l'autorité de retrait. Aucun remplacement parental, aucun accès lié, aucune échappatoire cachée. Bien. J'ai transféré la totalité de l'argent de ce compte vers un compte d'épargne dans une banque différente que mes parents ne connaissaient pas. La roue de chargement a tourné. J'ai fixé l'écran sans cligner des yeux. Transfert terminé. La pièce est devenue silencieuse autour de moi. Puis j'ai ouvert mon compte courant habituel et j'ai transféré le reste de mon argent aussi. Pas parce qu'il pouvait y toucher, mais parce que je ne voulais plus rien avoir de lié à cette maison. Des pas sont venus dans le couloir. Un coup a frappé à ma porte. René, la voix de maman, serrée, mouillée. Ouvre la porte. Je l'ai ignoré. Un autre coup. Plus fort cette fois. Papa, ouvre cette porte maintenant. J'ai glissé mon ordinateur portable dans mon sac, je l'ai fermé, puis j'ai sorti un bloc-notes jaune du tiroir de mon bureau. J'ai arraché une page et j'ai écrit lentement, soigneusement parce que je voulais que chaque mot soit lisible. Puisqu'Ashley a tellement besoin d'argent, et puisque je peux payer mes études en travaillant dur parce que cela forge le caractère, j'ai simplifié les choses pour tout le monde. Le fonds universitaire est parti. J'ai retiré chaque centime et je l'ai déplacé là où vous ne pouvez pas toucher. Je paierai ma propre éducation avec mon propre argent, exactement comme vous le vouliez. Considérez ceci comme ma démission du rôle de plan de secours familial. Bonne chance avec le bébé, René. Les coups ont cessé. Pendant une seconde, je me suis demandé s'il pouvait entendre le grattement de mon stylo sur le papier et le savait déjà. J'ai plié la note une fois, j'ai mis mon nom sur le devant, puis j'ai soulevé mon sac de sport sur mon épaule. Ma chambre semblait étrangement petite, comme si je l'avais déjà dépassée. J'ai déverrouillé la porte. Maman se tenait là, le mascara coulé et les deux mains serrées sur sa poitrine. Papa se tenait derrière elle, rigide de colère. « Que fais-tu » demanda-t-elle.
Tu pars? Papa s'avança. Tu ne vas nulle part. Je passai devant lui. Il attrapa mon bras. Pas violemment, pas assez pour laisser des bleus, mais assez. Assez pour que tout mon corps devienne froid. Je regardai sa main, puis je levai les yeux vers son visage. Lâche-moi. Pendant un instant, il ne le fit pas. Puis peut-être que quelque chose dans mon expression l'atteignit. Parce qu'il le fit. Maman me suivit dans la cuisine. René, ne fais pas ça. Ne sois pas dramatique. On peut encore parler. J'ai posé la note sur le comptoir. Papa la ramassa en premier. Il la lut une fois, puis une seconde fois, son visage se vidant et rougissant en même temps. Tu as retiré. Il s'arrêta. Maman la lui arracha des mains, lut, et émit un son étranglé dans le fond de sa gorge. Tu as tout retiré, murmura-t-elle. Tout? Vous n'aviez pas le droit, commença papa. Je me retournai si vite qu'il s'arrêta réellement de parler. Pas le droit, dis-je. C'est mon fonds, mon avenir, mon argent. La seule raison pour laquelle vous êtes en colère, c'est parce que je suis arrivé avant vous. Maman parut brisée maintenant, mais je ne pouvais pas savoir si c'était du chagrin ou de la frustration que le plan ait échoué. Où vas-tu? Loin. Tu ne peux pas simplement partir pour un désaccord, dit-elle. Un désaccord. J'admirais presque l'audace de cela. J'ai pris mes clés dans le bol près de la porte. Regarde-moi faire. La voix de papa claqua comme un fouet derrière moi. Si tu quittes cette maison, ne t'attends pas à ce que nous te courions après. J'ouvris la porte. L'air du soir frappa mon visage, chaud, vif et réel. Je me retournai une fois, non pas parce que j'étais tenté de rester, mais parce que je voulais les mémoriser exactement comme ils étaient à cet instant. Maman pâle et paniquée. Papa furieux. Tous deux se convainquant encore que c'était moi qui brisais quelque chose. Vous n'aurez pas à me courir après, dis-je. Vous ne pourrez pas me trouver. Puis je sortis. J'ai laissé mon vieux téléphone sur le comptoir de la cuisine à côté de la note. Je savais ce qui se passerait si je l'emportais. Appels, messages vocaux, SMS dégoulinant de culpabilité, d'accusations, peut-être même de fausses excuses s'il devenait désespéré. Je ne voulais rien entendre de tout ça. Le trajet jusqu'à l'appartement de Julien aurait dû sembler dramatique. Il aurait dû ressembler à de la liberté ou à de la rébellion ou à un effondrement. Au lieu de cela, cela ressemblait au silence, comme une machine qui tournait en arrière-plan de toute ma vie s'était enfin arrêtée. Pas de rage, pas de larmes, juste de la clarté. Les lampadaires glissaient sur le pare-brise en longues traînées jaunes. Mes mains reposaient fermement sur le volant. Mon cœur ne battait plus la chamade. C'était presque paisible, ce qui était troublant à sa manière. Julien ouvrit la porte avant même que je n'aie frappé. Il jeta un coup d'œil à mon visage, prit le sac de sport sur mon épaule et dit, « Cuisine, j'ai du soda. » Pas de question d'abord. Pas de pression, juste de l'espace. Cela, à lui seul, m'a presque brisé. Marc était toujours au travail, alors nous étions juste tous les deux assis à leur petite table de cuisine ébréchée pendant que le vieux frigo ronronnait dans le coin. Julien me tendit une main. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui racontai tout. L'annonce d'Ashley, la réunion de famille, mes parents exigeant le fonds universitaire, le discours sur les prêts étudiants et la construction du caractère, le transfert, la note, le départ. Julien écouta sans m'interrompre, les coudes sur la table, le soda oublié dans sa main. Quand j'eus fini, il se pencha lentement en arrière et me regarda comme s'il essayait de décider s'il devait rire ou frapper un mur. Il voulait ton argent pour l'université, dit-il finalement. Pour qu'Ashley puisse acheter des trucs pour bébé. En gros, c'est dingue. Ouais. Non, René, ce n'est pas un drame familial normal. C'est dingue. C'est du niveau super méchant dingue. Malgré tout, j'ai laissé échapper un petit rire. Julien secoua la tête. Je savais que tes parents jouaient aux favoris, mais là, ils s'attendaient vraiment à ce que tu ruines ton avenir parce qu'Ashley est tombée enceinte de Kevin. J'ai frotté mon front. Ils appelaient ça aider la famille. Il fit un bruit de dégoût. Bien sûr que oui. Julien me connaissait depuis le collège. Il avait vu assez de fêtes d'anniversaire, de dîners et de fêtes pour comprendre la forme de ma famille,
même avant que je ne l'admette pleinement moi-même. Il était la première personne à appeler cela ce que c'était. Prise d'otage émotionnelle, avait-il dit une fois après avoir regardé ma mère me culpabiliser pour lui céder des billets de concert que j'avais économisés pour moi. À l'époque, je pensais qu'il exagérait. Il ne le faisait pas. Alors, maintenant, demanda-t-il. J'ai pris une gorgée de soda. Il était tiède. Probablement parce que mes mains étaient plus chaudes que je ne le pensais. Maintenant, je finis l'été chez Dubois. Puis je commence l'université en août. Même plan, juste sans eux. Julien m'étudia. Tu le penses vraiment? Je croisis son regard. J'en ai fini. Il hocha la tête une fois. Pas de pitié là-dedans. Juste de la certitude. Alors, restant fini. Cette nuit-là, j'ai dormi sur leur canapé avec mon sac de sport par terre et mon ordinateur portable sous le bras comme quelque chose de semi-sauvage. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans attendre la prochaine embuscade émotionnelle. Au matin, j'avais une liste, nouveau téléphone, nouveau numéro, confirmation de nouveaux comptes bancaires, changement d'adresse postale, tout verrouillé. J'ai passé les 2 jours suivants à construire des murs que mes parents ne pouvaient pas escalader. J'ai acheté un nouveau téléphone et n'ai donné le numéro qu'à Julien, Marc, Monsieur Dubois, grand-père Jean et 2 amis proches qui préféreraient mourir plutôt que de le laisser filtrer à ma famille. J'ai ouvert un autre compte dans une banque entièrement différente, j'y ai transféré tout mon argent, et j'ai activé tous les paramètres de sécurité qu'il proposait. J'ai changé les mots de passe de mon email, des portails scolaires, des connexions bancaires, et tout ce qui comptait. J'ai mis à jour les contacts d'urgence, retiré les informations de mes parents des formulaires qu'ils n'avaient plus le droit de toucher. Cela ne semblait pas paranoïaque. Cela semblait tardif. Quand je me suis présenté pour mon service chez Dubois ce lundi, Monsieur Dubois m'a regardé une fois, a essuyé ses mains sur un chiffon, et a dit, « Tu as l'air d'un sac. » Merci, dit-il. Ce n'était pas un compliment. J'ai réellement souri. Il plissa les yeux vers moi. Problème de famille? Oui. Tu as toujours un endroit où dormir? Oui, il hocha la tête comme si c'était la seule réponse qui comptait. Puis il désigna l'arrière du garage. Un bon moteur sur la Civic doit être retiré. Remets-toi en ordre et viens aider. C'était sa version de la gentillesse. Et bizarrement, cela m'a plus rassuré que la sympathie. Vers midi, alors que nous étions plongés dans la graisse et les pièces de moteur, il dit, « Tes parents t'embêtent pour l'école ?» J'ai jeté un coup d'œil. Quelque chose comme ça. Il continua de travailler. Quand je suis revenu du Vietnam, mon père voulait que je reprenne son magasin de quincaillerie. Il avait planifié toute ma vie. Pensait que le sang signifiait la propriété. J'ai attendu. Je me suis engagé dans l'armée à la place, dit-il. Il ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Est-ce qu'il est revenu sur ses idées? Éventuellement, il serra un boulon avec une force délibérée. Il lui a fallu un certain temps pour réaliser que je ne lui demandais pas la permission de vivre ma vie. Puis il me regarda. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour ta famille est de leur apprendre que tu ne leur appartiens pas. J'ai dégluti difficilement. Maintenant, arrête de rester là à penser, marmonna-t-il. Les plaquettes de frein ne se remplacent pas toutes seules. Cette semaine-là, grâce à la sœur de Julien, qui suivait Ashley sur les réseaux sociaux principalement pour le divertissement, j'ai commencé à entendre les retombées. Mes parents étaient allés à l'atelier demander si quelqu'un m'avait vu. Monsieur Dubois leur a dit que je ne travaillais plus là. Un mensonge. Un beau mensonge. Ashley aurait apparemment fait une crise publique lorsqu'elle a réalisé que le fonds universitaire était vraiment parti. Elle a publié un long réquisitoire sur la trahison, l'abandon et les parents égoïstes qui punissent une femme enceinte dans son heure de besoin. Julien a lu des passages à haute voix ce soir-là dans la cuisine de l'appartement pendant que Marc s'étouffait presque de rire. Elle dit, je cite, « Certaines personnes se soucient plus de l'argent que de bébés innocents. » J'ai ricané. Incroyable. Marc ouvrit le frigo. A-t-elle mentionné la partie où l'argent appartenait? Pas si ça ne l'aidait pas. Julien continua de faire défiler. Les commentaires sont mitigés. Ses amis te traitent de sans cœur. Une femme qui ressemble à une tante dit, voilà pourquoi la famille est en train de s'effondrer en Amérique. Oh. Et un gars a écrit,
peut-être ne pas tomber enceinte si on n'a pas les moyens d'acheter des Pampers. J'ai ri plus fort que je n'aurais dû. Mais la vérité était plus simple que les blagues. Je ne me sentais plus en colère, juste distante, comme si ma famille appartenait à une autre vie. Le semestre de printemps est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Mes notes sont restées élevées. Marc m'a promu mécanicienne en chef le week-end parce que j'étais la seule employée capable de diagnostiquer la moitié des problèmes électriques que les clients apportaient. Et quelque part entre les projets de groupe et les reconstructions de moteurs, j'ai rencontré Adrien Lambert. Adrien était assis à côté de moi dans le cours de matériaux. Grand, cheveux foncés, voix calme, le genre de gars qui lisait réellement les manuels avant le cours. Notre première vraie conversation a eu lieu lorsque le professeur a assigné un projet de conception de groupe. Adrien a jeté un coup d'œil à un diagramme d'assemblage de moteurs et a dit « J'ai l'impression que tu sais comment ça marche réellement. » J'ai haussé les épaules. J'ai grandi en réparant des voitures. Ses yeux se sont illuminés. Sérieusement ? Sérieusement. À la fin du projet, nous étudions ensemble. À la mi-semestre, nous dînions ensemble après le laboratoire. Avant les examens finaux, il m'a raccompagné à mon dortoir et a demandé un peu maladroitement « Voudrais-tu peut-être prendre un café un jour qui n'a rien à voir avec les études ?» J'ai fait semblant de réfléchir. Peut-être il a souri. Et quelque chose dans ce sourire m'a semblé sûr. Sortir avec Adrien était différent de tout ce que j'avais connu en grandissant. Il n'y avait pas de pièges émotionnels, pas de manipulation, pas de culpabilité soudaine. Il aimait mon indépendance. Il aimait que je travaille. Il aimait que je puisse expliquer le couple moteur mieux que la moitié de la classe. Un soir, après que je lui ai raconté une version édulcorée de la raison pour laquelle je ne parlais plus à mes parents, il a juste hoché la tête. « Tu mérites mieux, dit-il simplement. Pas de sermon, pas de pitié, juste de la compréhension. Et cela, d'une manière ou d'une autre, signifiait plus que tout le reste. Les années passèrent vite après cela. 2e année, 3e année, 4e année. Je n'ai jamais rentré à la maison. Pas une seule fois. Les vacances étaient passées avec des amis ou parfois avec la famille d'Adrien, qui était chaleureuse, bruyante et déroutante à la manière dont les familles normales le sont souvent. Le premier Thanksgiving que j'ai passé avec eux. La mère d'Adrien m'a fait un câlin en partant et m'a dit « Tu es la bienvenue ici n'importe quand ». Je ne savais presque pas comment réagir. De temps en temps, mes parents tentaient de me joindre. Un message via une vieille adresse email. Une lettre envoyée au mauvais bâtiment du dortoir. Même un message vocal laissé au bureau du logement de l'université. Ils disaient tous la même chose. Quand vas-tu arrêter cette rancune ? Ashley a besoin de sa sœur. La famille doit rester soudée. Jamais. Nous sommes désolés. Jamais. Nous avions tort. Alors, je les ignorais et continuais à construire ma vie. Au moment où la remise des diplômes est arrivée, ma vie ne ressemblait en rien à celle qu'ils avaient prévu que je sacrifie. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, une moyenne de 16,5/20, et 3 offres d'emploi d'entreprise automobile. Grand-père Jean a conduit 4 heures pour assister à la cérémonie. Il était assis à côté des parents d'Adrien dans la foule et a applaudi assez fort pour que je l'entende au-dessus de tout le stade lorsque mon nom a été appelé. Après, nous sommes allés dîner. Un vrai dîner. Steak, purée de pommes de terre et le genre de célébration qui n'a pas besoin de discours. À mi-chemin du repas, grand-père s'est penché en arrière et a dit « Ta mère m'a appelé la semaine dernière. » J'ai fait une pause. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Savoir si je venais aujourd'hui. Et je lui ai dit que je ne le manquerais pour rien au monde. Il coupa dans son steak. Elle a demandé si elle pouvait venir avec moi. J'ai levé les yeux. Que as-tu répondu ? J'ai demandé si elle connaissait même la date de la remise des diplômes. Ma poitrine s'est légèrement serrée. Elle ne la connaissait pas. Il hocha la tête. Cela m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Nous avons mangé en silence un moment. Puis il me regarda à nouveau. René, je ne vais pas te dire comment gérer tes parents. C'est ta décision. J'ai attendu, mais je dirai ceci. Il posa sa fourchette avec précaution. Les gens qui refusent d'admettre leurs erreurs les répéteront à jamais. J'ai commencé mon premier vrai travail cet automne.
Ingénieur automobile dans une entreprise construisant des composants pour véhicules électriques. Bon salaire. Bons avantages, travail qui m'intéressait vraiment. Adrien a terminé son master peu après, et nous avons emménagé dans un petit appartement ensemble près de mon travail. Nous parlions d'acheter une maison un jour, peut-être d'avoir des enfants éventuellement, des plans normaux, des plans calmes, des plans construits sur la stabilité au lieu du chaos. Et pendant longtemps, je n'ai pas pensé à mes parents ou à Ashley. C'était juste des gens que j'avais connus, des personnages d'une histoire que j'avais déjà terminée. Jusqu'à 5 ans après avoir quitté cette maison. Mon téléphone a vibré avec une notification LinkedIn. Demande d'amis d'Ashley Moreau. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis je l'ai ignoré. 2 jours plus tard, un message est apparu sur Facebook depuis un nouveau compte. Ashley, encore. Le message était long. Quelque chose sur la reconnexion, sur le fait que trop de temps s'était écoulé, sur la famille devant se pardonner mutuellement. Je l'ai supprimé sans finir le 2e paragraphe. 3 jours plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. La voix de la réceptionniste est arrivée à travers la ligne. René, quelqu'un nommé Marguerite Moreau demande à vous parler. Mon estomac s'est serré. C'était ma mère, et avant que je puisse l'arrêter, la réceptionniste a transféré l'appel. René, dit la voix de ma mère. J'ai fermé les yeux lentement. 5 ans de silence, et soudain, le passé était au bout du fil comme s'il n'était jamais parti. René, dit ma mère rapidement. Cela m'a dit 2 choses. Premièrement, elle savait que j'y pensais. Deuxièmement, elle savait qu'elle le méritait. Qu'est-ce que tu veux, demandai-je. Pas de salutation, pas de douceur. Juste la question. Il y eut une petite pause. J'ai besoin de te parler. Si c'est à propos d'Ashley. C'est le cas, dit-elle rapidement. Mais pas de la manière dont tu le penses. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau et j'ai regardé par la fenêtre le parking en contrebas. Je suis au travail. On peut se voir? Juste une fois. Sa voix vacilla. Je promets que je ne te dérangerai plus si c'est ce que tu veux. Le désespoir dans son ton m'a prise par surprise. Ma mère n'était pas quelqu'un qui admettait facilement sa faiblesse. Pendant la majeure partie de mon enfance, elle avait été la directrice émotionnelle de toute la maisonnée. Mais cela ne ressemblait pas à du contrôle. Cela ressemblait à de l'épuisement. Lieu public, dis-je. Oui. Café près de mon bureau. 30 minutes. J'y serai. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Le café était bondé quand je suis arrivé. Des étudiants tapant sur leurs ordinateurs portables, des employés de bureau attrapant des boissons entre 2 réunions. Un faible bourdonnement de conversation qui rendait tout étrangement anonyme. Parfait. Terrain neutre. Ma mère était déjà assise à une table d'angle quand je suis entré. Pendant un instant, je ne l'ai presque pas reconnue. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement gris. Les rides autour de ses yeux étaient plus profondes. Ses épaules, dont je me souvenais toujours droites avec une confiance tranquille, étaient maintenant affaissées comme quelqu'un qui porte quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps. Elle se leva quand elle me vit. René. Je m'assis en face d'elle. Tu as 30 minutes. Elle hocha rapidement la tête. Merci. Le barista apporta nos cafés. Aucun de nous n'y toucha. Pendant un moment, elle continua d'ouvrir la bouche pour parler, puis la refermer comme quelqu'un qui avait répété le discours 100 fois et oublié chaque mot. Finalement, je dis la chose qui était assise au milieu de la table depuis mon arrivée. Je ne vous donne pas d'argent. Elle eut un tressaillement. C'est juste, dit-elle calmement. Tu as tout à fait raison de le supposer. Cette réponse m'a surprise. En grandissant, ma mère admettait rarement ses torts. Même les plus petites erreurs se transformaient habituellement en explication, justification, ou responsabilité de quelqu'un d'autre. Mais cette fois, elle n'a pas discuté. Elle a juste hoché la tête. Ton père et moi avons des problèmes, dit-elle doucement. Des problèmes financiers. J'ai attendu. Nous pourrions perdre la maison. J'ai pris une longue gorgée de café. D'accord. Ses mains se refermèrent autour de sa tasse. Tu ne demandes pas ce qui s'est passé. Je peux deviner.
Ses yeux se remplirent légèrement. Ashley? Bien sûr. Ça avait toujours été Ashley. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Demandai-je. Ma mère prit une profonde inspiration. Elle vit avec nous depuis la naissance du bébé. J'ai cligné des yeux. Elle et Kevin se sont séparés environ 8 mois après l'arrivée du bébé, dit maman. Il est parti. Elle est revenue à la maison temporairement. Temporairement? J'ai failli rire. Et elle n'est jamais partie, dis-je. Ma mère hocha la tête. Au début, c'était juste pour aider avec le bébé. Couche, lait en poudre, garderie, des choses normales. Des choses normales coûtent de l'argent. Oui. Elle baissa les yeux vers son café. Nous n'avions pas réalisé à quel point. Quelque chose dans sa voix me disait que le chiffre serait gros. Combien? Demandai-je. Elle hésita. Sur 5 ans. Oui. Elle déglutit. Environ 180 000 euros. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. Puis j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez donné 180 000 euros à Ashley? Nous ne lui avons pas donné, dit-elle rapidement. Elle les a pris. Cela m'a fait arrêter de rire. Quoi? Ma mère se frotta les tempes. Au début, nous aidions volontairement, mais elle avait accès à nos comptes bancaires pour les dépenses du bébé. Nous lui faisions confiance. Mauvaise décision. Ashley a commencé à faire des retraits en espèces, continua-t-elle. Utiliser des cartes de crédit dont nous n'étions pas au courant. Payer les soldes minimums, ouvrir des lignes de crédit. Je me suis penché en avant. Et vous n'avez rien remarqué? Nous avons remarqué de petites choses, dit-elle calmement. Mais elle avait toujours une explication. Une facture médicale, des fournitures scolaires, des dépôts de garderie. Le classique Ashley. De petits mensonges qui s'accumulaient. Comment avez-vous finalement découvert? La bouche de ma mère se contracta. L'entreprise de ton père réduit ses effectifs. C'était nouveau. Ils l'ont forcé à une retraite anticipée, continua-t-elle. Nous nous sommes assis pour examiner nos comptes de retraite, et l'argent avait disparu. Disparu? Pratiquement tout. Je la fixais. 200 000 euros. 180, c'est pareil. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Quand nous avons confronté Ashley, elle a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour élever sa fille, que nous aurions dû mieux la soutenir de toute façon. L'audace. Même après tout ça, Ashley croyait toujours qu'elle méritait plus. Alors, si je comprends bien, dis-je lentement, vous avez passé 5 ans à l'encourager, et maintenant elle a vidé vos comptes. Ma mère hocha faiblement la tête. Nous l'avons encouragée toute notre vie, murmura-t-elle. Et maintenant nous en payons le prix. L'ironie était presque parfaite. La fille pour qui ils avaient tout sacrifié était devenue celle qui les avait détruits. Qu'est-ce que tu veux de moi? Demandai-je. Ma mère secoua la tête. Je ne demande pas d'argent. C'était inattendu. Alors pourquoi es-tu ici? Elle croisa mon regard. Parce qu'il y a 5 ans, nous avons essayé de prendre ton fonds universitaire. Je ne répondis pas. Et quand tu as refusé, continua-t-elle, nous nous sommes dit que tu étais égoïste. Elle regarda la table. Mais tu n'étais pas égoïste. Elle fit un geste faible de la main autour d'elle. Tu te protégeais de devenir comme ça. Je ne te demande pas de régler nos problèmes, dit-elle calmement. Je voulais juste que tu entendes la vérité. Et la vérité est que, elle prit une respiration tremblante, nous avons encouragé Ashley pendant 30 ans. Et maintenant nous sommes fauchés. Le café bourdonnait autour de nous. Les étudiants riaient, les machines à expresso sifflaient. Un monde normal continuait pendant que l'histoire de ma famille s'effondrait silencieusement à travers une petite table. Je suis désolé, murmura ma mère. Les mots sonnaient étrangers dans sa bouche. Trop tard, mais réel. Je suis resté assise là un long moment. Une partie de moi s'attendait à de la colère ou à de la satisfaction ou à une sorte de libération émotionnelle dramatique. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. D'accord, dis-je. Ma mère cligna des yeux. D'accord, oui, c'est ça. Oui. Son épaule s'affaissa légèrement. Je ne m'attends pas au pardon, dit-elle.
Je ne l'offre pas. Elle hocha lentement la tête. C'est juste. Elle se leva et posa 10 € sur la table pour les cafés. Prends soin de toi, René. Puis elle sortit. Aucune demande, aucun chantage, aucune fin dramatique, juste un départ silencieux. Je suis resté assise là encore 20 minutes après son départ, à traiter l'information. Il y a 5 ans, ils essayaient de voler mon avenir. Maintenant, Ashley avait volé le leur. Le système s'était finalement effondré, et j'avais réussi à m'échapper juste à temps. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Adrien autour d'un dîner. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda-t-il. Rien. Rien. Ce n'est pas mon problème. Une semaine plus tard, le téléphone de mon bureau a sonné à nouveau. La voix de la réceptionniste est arrivée. René, il y a un autre appel pour vous. Je savais déjà qui c'était. Mettez-le en ligne. René, dit la voix de mon père. Sa voix était plus dure que celle de ma mère. Qu'est-ce que tu veux? Ta mère t'a parlé de notre situation. Oui, nous avons besoin d'aide. La voilà. Je pensais qu'elle avait dit que vous ne demandiez pas d'argent. Elle ne le fait pas, dit-il rapidement. Mais moi, oui. Bien sûr que c'était lui. La banque va saisir la maison dans 30 jours, continua-t-il. Si nous ne trouvons pas de plan de paiement, nous perdrons tout. C'est malheureux. René, s'il te plaît. Je pouvais entendre quelque chose que je n'avais jamais entendu dans sa voix auparavant. La peur. Nous avons fait des erreurs, dit-il. Mais nous sommes toujours tes parents. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil de bureau. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand j'ai refusé de donner mon fonds universitaire à Ashley, demandai-je. Il hésita. Non. Tu m'as dit que travailler pour payer mes études forgerait le caractère. Silence. Eh bien, continuai-je calmement, tu avais raison. Il expira lentement. René, cela a tellement forgé mon caractère que j'ai appris à me tenir sur mes propres pieds. J'ai regardé par la fenêtre du bureau à nouveau. Alors, voici mon conseil. Une autre pause. Peut-être que la saisie construira aussi du caractère pour toi. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Numéro bloqué. J'ai répondu avant d'y penser. Tu vas vraiment laisser maman et papa perdre leur maison, cria Ashley. Non. Allô. Pas de préparation, juste de la rage. J'ai soupiré. Tu leur as volé 180 000 €. Je n'ai rien volé, plaqua TL. Je suis leur fille. Ils m'aidaient. Belle histoire. Tu es l'égoïste, continua TL. Si tu avais aidé il y a 5 ans, rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai souri légèrement. Bonne chance avec cet argument. Puis j'ai bloqué le numéro. 3 semaines plus tard, un avocat nommé David Chen a appelé mon bureau. Et c'est là que les choses sont devenues encore plus intéressantes. Mademoiselle Moreau, dit la voix au téléphone. Calme, professionnel. Oui. Je m'appelle David Chen. Je suis un avocat travaillant avec l'administrateur de la faillite assigné au dossier de vos parents. Je me suis lentement penché en arrière dans mon fauteuil de bureau. C'était nouveau. Pourquoi m'appelez-vous? Il y a quelques dossiers financiers liés à vos parents qui vous désignent comme bénéficiaire sur d'anciennes polices d'assurance. Votre nom apparaît également dans la documentation relative à un compte d'épargne universitaire d'il y a 5 ans. Mon estomac se serra légèrement. Le plan 529. Oui. Il fit une pause. Nous avons également trouvé des preuves que vos parents ont tenté d'accéder à ce compte avant que les fonds ne soient déplacés. J'ai failli rire. Ils l'ont fait. Oui. Nous essayons d'établir une tendance de comportement financier impliquant votre sœur, Ashley Moreau, expliqua Chen. Votre témoignage pourrait aider à clarifier la chronologie. Donc Ashley a des ennuis judiciaires. Une autre petite pause. Oui, ce mot avait du poids. Fraude, dit-il prudemment. Retrait non autorisé, signature falsifiée et utilisation abusive de comptes de retraite. De combien d'argent parlons-nous? Environ 180 000 €. Exactement ce que ma mère m'avait dit. Vos parents ne voulaient initialement pas porter plainte, continua Chen.
Mais l'administrateur de la faillite insiste. Il y a trop d'argent manquant pour que le tribunal l'ignore. Pendant un instant, je ne dis rien. Il y a 5 ans, mes parents étaient prêts à sacrifier mon éducation pour protéger Ashley. Maintenant, le système judiciaire les obligeait à faire face à ce qu'elle avait fait. De quoi avez-vous besoin de moi, demandai-je. Juste une confirmation de l'incident du fonds universitaire et la documentation du transfert que vous avez effectué à l'époque. C'est facile. J'avais toujours tout. Relevé, email, confirmation de transfert, toutes les preuves qu'il y a 5 ans, je m'étais protégé de ce genre de désastre. J'enverrai les documents aujourd'hui, dis-je. Merci, répondit Chen. Puis il ajouta calmement, vous voudrez peut-être vous préparer. Cette affaire va probablement aller au tribunal. Le procès eut lieu 4 mois plus tard. Je n'y assistais pas. Je n'avais aucun intérêt à m'asseoir dans une salle d'audience à regarder ma sœur expliquer comment voler 6 chiffres était d'une manière ou d'une autre la faute de tout le monde. Mais la sœur de Julien, qui avait développé un intérêt presque professionnel pour la vie d'Ashley, me tenait au courant. Ces messages arrivaient comme des commentaires sportifs en direct. Sœur de Julien, le procès a commencé aujourd'hui. Sœur de Julien, Ashley est arrivée en tailleur. Sœur de Julien, je pense qu'elle essaie la défense de mère célibataire en difficulté. Sœur de Julien, le juge n'a pas l'air impressionné. Je montrai les messages à Adrien ce soir-là pendant que nous dînions. Ta famille est incroyable, dit-il. Tu n'as aucune idée. 2 jours plus tard, le verdict tomba. Ashley avait commis une fraude financière. Le juge la condamna à 18 mois de probation, ordonna 180 000 € de dédommagement, et lui interdit d'accéder aux comptes financiers de quiconque sans ordonnance du tribunal. Julien envoya le résumé en majuscule. Julien, ta sœur a été reconnue coupable. Marc suivit immédiatement. Marc, développement du caractère. J'ai ri si fort que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. L'affaire judiciaire n'a pas sauvé la maison de mes parents. La dette était trop importante. Les comptes de retraite étaient vides. La banque a saisi, tout comme mon père m'avait prévenu 5 ans plus tôt. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi qui perdais quelque chose. À travers le réseau habituel de mise à jour sur les réseaux sociaux et de connaissances mutuelles, j'ai lentement appris comment tout s'est déroulé ensuite. Mes parents ont emménagé dans un appartement de 2 chambres dans un quartier moins cher de la ville. Mon père, qui avait un jour parlé de prendre une retraite confortable, a trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de bricolage. Ma mère a commencé à travailler dans la vente au détail dans un grand magasin. Tous deux avaient la soixantaine, occupant des emplois qu'ils n'auraient jamais imaginé devoir reprendre. La situation d'Ashley était pire. L'approbation signifiait qu'elle avait besoin de revenus, de vrais revenus. Elle a fini par travailler à 2 emplois. Service du matin dans un café, service du soir dans une épicerie. Sa fille, ma nièce, a commencé à fréquenter l'école publique. Pour la première fois dans la vie d'Ashley, chaque euro qu'elle dépensait provenait de son travail. J'ai regardé tout ça de loin, non pas par cruauté, mais par nécessité. Certaines histoires n'ont de sens que lorsqu'on s'en éloigne suffisamment. Si j'étais resté proche, la culpabilité m'aurait peut-être ramené à leur chaos. La distance m'a donné de la clarté, et la clarté a rendu quelque chose de très évident. C'était la première fois de leur vie qu'ils faisaient face à des conséquences. Environ 6 mois après le procès, un colis est apparu sur le pas de ma porte. Aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une brochure pour un cours d'indépendance financière proposé par un collège communautaire. Le titre disait « Construire le caractère par la responsabilité financière ». J'ai fixé la brochure un instant, puis j'ai ri. Il y avait une note glissée à l'intérieur. Nous suivons ce cours maintenant. Apprenons ce que nous aurions dû apprendre il y a des décennies. Tu avais raison sur tout. Nous sommes désolés, maman. J'ai montré la note à Adrien ce soir-là. Mes parents suivent des cours de finances personnelles, dis-je. Il lut la note calmement. C'est vraiment triste, en fait. Ouais, mais c'est aussi nécessaire. J'ai jeté la brochure, mais j'ai gardé la note pour des raisons que je ne comprenais pas entièrement. La vie a continué. Adrien et moi nous sommes mariés l'année suivante. Rien de dramatique, juste une petite cérémonie à la mairie avec quelques amis. Pas de famille, pas d'invitation compliquée,
pas de mines antipersonnelles émotionnelles, juste la paix. 1 an plus tard, nous avons acheté une maison, 3 chambres, un garage que j'ai immédiatement converti en atelier. Pour la première fois de ma vie, chaque centimètre carré de mon espace de vie appartenait à un avenir que j'avais construit moi-même. Le travail allait bien aussi. J'ai été promu ingénieur principal sur un nouveau projet de composants pour véhicules électriques. L'augmentation de salaire était suffisante pour qu'Adrien et moi commencions à parler de plans à long terme, d'enfants éventuellement, d'économie, peut-être d'agrandir la maison, des choses normales. Grand-père Jean nous rendait visite tous les quelques mois. Même à 87 ans, il traversait toujours l'État en voiture pour nous voir. Il aimait mon atelier. Chaque visite se transformait en 1 heure à inspecter le moteur ou le projet mécanique sur lequel je travaillais. Bon alignement ici, disait-il. Ou, tu réfléchis trop à ce support. Un après-midi, il s'assied à mon établi et dit doucement, tu as construit une belle vie. J'ai essuyé la graisse de mes mains. Tu as aidé. Non, dit-il. Je t'ai donné les outils. Tu les as utilisés. Il fit une pause. C'est ça, la différence. 2 ans plus tard, grand-père Jean est décédé paisiblement dans son sommeil. Il avait 89 ans. L'enterrement était petit, simple, exactement comme il l'aurait voulu. Son testament m'a laissé sa maison et 50 000 € d'économie. La lettre attachée à l'héritage disait, à René, qui s'est fait une vie sans avoir besoin de la permission ou de l'argent de qui que ce soit. Fier de toi, grand-père Jean. J'ai pleuré plus fort en lisant cette lettre que je n'avais pleuré aux funérailles. L'enterrement était aussi la première fois que je voyais mes parents en près de 6 ans. Ils se tenaient de l'autre côté du cimetière, plus âgés, plus petits. Mon père portait un costume qui semblait venir d'une friperie. Les cheveux de ma mère étaient devenus complètement gris. Aucun d'eux ne s'est approché de moi pendant le service. Ils ont simplement hoché la tête de loin. Ashley n'était pas là. Apparemment, elle n'a pas pu prendre de congé. Ce détail en disait plus que n'importe quelle excuse. Après l'inhumation, alors que les gens se dirigeaient lentement vers leur voiture, ma mère m'a rattrapé sur le parking. René, dit-elle doucement. J'ai regardé ma montre. Tu as 2 minutes. Elle hocha la tête. Nous allons mieux maintenant. J'ai attendu. Ton père et moi travaillons tous les deux. Nous payons nos factures. Ashley travaille à 2 emplois. Elle a fait faillite l'année dernière. Elle vit dans un logement social. C'est malheureux. Elle a accepté la froideur sans protester. Nous ne te demandons rien, dit-elle. Nous voulions juste que tu saches que nous comprenons enfin. Comprendre quoi? Elle croisa mes yeux. Que les actions ont des conséquences. Pendant un instant, aucune de nous ne parla. Puis elle me tendit une enveloppe. Prends soin de toi, René. Puis elle retourna vers la vieille Honda Civic de mon père sans se retourner. J'ai ouvert l'enveloppe une fois dans ma voiture. À l'intérieur se trouvait un chèque de 1 000 € et une courte note, vente des outils de ton grand-père. Il aurait voulu que tu aies ça. Maman et papa. J'ai fixé le chèque pendant un long moment. Puis je suis rentré chez moi et j'ai déposé l'argent sur un nouveau fonds universitaire que j'avais ouvert récemment. Pas pour moi, pour un enfant que j'aurai peut-être un jour. Parce que si j'avais des enfants, leur avenir ne serait jamais traité comme un sacrifice en attente. 3 ans après l'enterrement de grand-père Jean, Adrien et moi avons eu notre premier enfant, un garçon. Nous l'avons nommé Jacques en l'honneur de grand-père Jean. Pas à cause de l'argent qu'il m'a laissé, mais parce qu'il était la seule personne de ma famille à avoir cru en moi sans condition. Jacques avait les cheveux foncés d'Adrien et mon menton têtu. Il aimait démonter les choses plus que jouer avec, ce qu'Adrien prétendait signifier qu'il était destiné à devenir ingénieur. Je prétendais que cela signifiait que nous ne posséderions plus jamais de télécommande entièrement fonctionnelle. Notre maison était bruyante maintenant, pas chaotique comme la maison où j'avais grandi. Bruyante d'une manière chaleureuse. Camion de jouets sur le sol, tasse à café laissée sur le comptoir de la cuisine. Adrien riant en essayant de convaincre un tout petit que les tournevis n'étaient pas des jouets. C'était le genre de vie que j'avais passé des années à construire tranquillement et à protéger. Quelques semaines après la naissance de Jacques, j'ai envoyé des faire-part de naissance. Pas beaucoup, juste des amis proches, les parents d'Adrien, et mes parents. Adrien a remarqué l'hésitation lorsque j'ai écrit leur adresse.
Tu n'es pas obligé, dit-il doucement. Je sais, mais je l'ai quand même envoyé. Pas comme un pardon, pas comme une réconciliation, juste une information. Une simple déclaration que la vie avait continué. 2 semaines plus tard, une carte est arrivée. Enveloppe simple. L'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait une courte note. Félicitations pour ton fils. Nous espérons qu'il est en bonne santé et heureux. Amicalement, maman et papa. Il y avait aussi une obligation d'épargne de 25 € glissée à l'intérieur. J'ai fixé la note un instant. 25 €. Après tout ça, ce n'était pas le montant qui comptait. C'était le fait que pour la première fois de ma vie, ils avaient donné quelque chose sans rien attendre en retour. J'ai placé l'obligation dans le livre de bébé de Jacques. Ashley a aussi envoyé un message. Pas un appel, juste un SMS. J'ai entendu dire que tu avais un bébé. Félicitations. Je vais mieux maintenant. Gérante adjointe à l'épicerie. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai sauvegardé le numéro sous un nom de contact. Ashley bloqué. Certaines choses changent, d'autres non. Au cours des années suivantes, mes parents ont continué à envoyer de petites choses. Carte de vœux, un animal en peluche, un livre d'images, 20 € glissés dans une enveloppe. Ils n'ont jamais demandé à nous rendre visite, n'ont jamais demandé d'argent, n'ont jamais essayé de rouvrir de vieilles disputes, juste des gestes silencieux, de petits signaux qu'ils vivaient toujours quelque part leur vie, apprenant des leçons qu'ils auraient dû apprendre des décennies plus tôt. Le mois dernier, mon père a envoyé un email. Objet, mise à jour. C'était plus long que tout ce qu'ils avaient écrit auparavant. Ta mère et moi sommes à la retraite maintenant. Petite pension et sécurité sociale. Un appartement d'une chambre maintenant. Nous allons bien. Ashley va mieux. Elle a été promue gérante du magasin. Sa fille est maintenant au collège et a de bonnes notes. Nous avons appris à vivre modestement et nous avons appris à ne pas encourager les mauvais choix. Il nous a fallu 60 ans pour apprendre ce que tu comprenais à 18 ans, mais nous essayons. Papa, j'ai montré l'email à Adrien pendant que nous faisions la vaisselle après le dîner. Il lut attentivement. Tu penses répondre? J'ai haussé les épaules. Peut-être, ou peut-être pas. Certaines portes n'ont pas besoin d'être claquées, mais elles n'ont pas non plus besoin d'être rouvertes. Jacques a 3 ans maintenant. Il adore m'aider dans l'atelier. Aider, dans son cas, signifie surtout me tendre les mauvais outils et poser 10 000 questions. Adrien dit que la curiosité est un bon signe. Je dis que la curiosité coûte cher quand elle implique des outils électriques. Nous attendons notre 2e enfant cet automne. La vie est agitée, heureuse, pleine. Hier, un petit paquet est arrivé par la poste. Aucune adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une petite voiture en bois, sculptée à la main, poncée soigneusement jusqu'à être lisse. Les roues tournaient réellement. Il y avait une courte note dans l'écriture soignée de mon père. Fabriquer cela dans un cours de menuiserie au centre communautaire. J'ai pensé que Jacques pourrait l'aimer. Aucune pression pour répondre. Je voulais juste qu'il ait quelque chose que son grand-père a fabriqué. Papa. J'ai retourné la petite voiture dans mes mains. Elle était bien faite. Bois massif, bord soigné, le genre d'artisanat qui vient de quelqu'un qui essaie très fort de faire quelque chose de bien. Pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si mon père avait passé des heures à poncer ce jouet, en recommençant quand il faisait des erreurs. Apprenant comme j'avais appris chez Dubois. La façon dont la vie l'avait finalement forcé à apprendre, aussi. Ce soir-là, j'ai placé la petite voiture sur une étagère dans la chambre de Jacques. Pas caché, pas jeté, juste là. Un petit rappel que les conséquences avaient finalement atteint tout le monde dans ma famille. Certains d'entre nous ont appris tôt, d'autres ont appris douloureusement tard. Mais en fin de compte, nous avons tous appris. Et l'étrange est que la leçon que mes parents ont essayé de m'imposer il y a 5 ans s'est avérée vraie. Travailler pour surmonter l'adversité forge le caractère, juste pas de la manière qu'ils avaient prévu.